Bonjour à tous, nous sommes dimanche, une nouvelle semaine vient de se terminer et il est donc temps de refaire les belles actus de la semaine. Au passage, celles de la semaine passée n'ont pas pu sortir à cause des tournages de Manifesta et puis des estivales du MR et juste après ça, j'étais un peu grippé donc je suis vraiment désolé pour ça, mais elles reprennent bel et bien toutes les semaines, chaque dimanche ou chaque lundi si ce n'est pas possible de les tourner le dimanche. Et je vous propose de commencer tout de suite avec cette actualité qui vient de sortir. Le gouvernement fédéral annonce la fin du financement du plan Grand Froid. Le plan Grand Froid, c'est ce plan qui permettait d'augmenter sensiblement le nombre de lits disponibles pour les personnes sans abri pendant l'hiver dans les grandes villes. Le plan Grand Froid est essentiellement financé par les régions, mais le fédéral accordait encore 65 000 euros au CPS de Gand, d'Anvers, de Bruxelles, de Charleroi et de Liège également, mais c'est donc terminé dès cette année. Le cabinet de la ministre en charge, Anneleen van Bossuyt, indique que la décision a été prise après un examen approfondi des finances et puis indique aussi vouloir mieux respecter la répartition des compétences. Le cabinet souligne en effet que cette compétence revient essentiellement aux collectivités locales et régionales et non au fédéral. La ministre Anneleen van Bossuyt souligne que cela ne remet pas en cause l'importance de l'accueil des personnes sans abri l'hiver et que le gouvernement fédéral se tient à la disposition des grandes villes qui ont besoin d'être accompagnées pour une transition et pour trouver des solutions adaptées. Yvan Verhofstadt, le président des engagés, a déjà réagi sur X en disant regretter amèrement que la ministre mette en place ce genre de décision sans concerter les régions. Seulement voilà, Yvan Verhofstadt et son parti, les engagés, font partie du gouvernement et donc forcément, son message a d'ores et déjà été critiqué par l'opposition. Dans le reste de l'actualité, la semaine a aussi été marquée par des tensions, des manifestations et de la violence. Ce 18 septembre, notamment, la tombe de l'ancien ministre d'État Jean Gol a été profanée. Et puis au soir, alors que le centre Jean Gol, qui appartient au MR, organisait une célébration pour ses 20 ans, eh bien, il y a eu une manifestation également entachée de violence. Alors, pour bien parler de ce sujet, il faut savoir un petit peu qui était Jean Gol. C'est une figure historique du libéralisme chez nous. Il a d'abord commencé, cela dit, sa carrière à gauche dans la jeunesse socialiste des années 60. Il s'est ensuite investi dans le Rassemblement Wallon, un parti avec des visions donc plutôt régionalistes qui visaient plus d'indépendance pour la région wallonne. Jean Gol prenait également l'idée d'un patriotisme francophone. Jean Gol a quitté le Rassemblement Wallon en 1976 et puis par un jeu de différentes alliances, le PRL s'est créé, c'est-à-dire le Parti réformateur libéral, le mouvement réformateur aujourd'hui. En 1981, le PRL gagne les élections et Jean Gol, qui en fait partie, devient alors vice-premier ministre et aussi ministre de la Justice. Il assume une politique d'austérité pour réduire le train de vie de l'État et s'inspire de personnalités telles que Margaret Thatcher. En tant que ministre de la Justice, il amène dans le débat public la question de l'immigration. Il veut éviter, dit-il, une trop grande concentration de personnes d'origine non européenne dans certains quartiers. Et pour cela, il fait voter la loi Gol qui permet aux communes qui en bénéficient de refuser la domiciliation à des personnes d'origine non européenne. Cette loi, fortement critiquée, a été d'application de 1984 à 1995. Elle n'a été mise en place, cela dit, que dans quelques communes. Jean Gol a démissionné de son poste de ministre de la Justice et de vice-premier ministre en 1985, après le drame du Ezel. Il est ensuite resté effacé pendant quelques années de la vie politique, avant, en 1992, de reprendre la présidence du PRL jusqu'à sa mort en 1995. Jean Gol est mort le 18 septembre 1995 d'une hémorragie cérébrale à l'âge de 53 ans. 10 ans après sa mort, il aura laissé aussi son nom au centre Jean Gol, dont le propriétaire aujourd'hui n'est autre que le mouvement réformateur. Et donc, ce 18 septembre 2025, des commémorations devaient avoir lieu pour les 30 ans de son décès. Et au matin, avant les commémorations, sa fille s'est rendue sur la tombe avec l'intention de la nettoyer. Elle l'a alors découverte profanée, avec la photo que vous voyez s'afficher maintenant. Et donc, les messages suivants, Never again, point d'interrogation, en référence à la Shoah, puisque Jean Gol était d'origine juive, et puis
et merde en référence au MR. La profanation de la tombe de Jean Gol a suscité de nombreuses réactions. Le roi a notamment appelé sa fille pour lui faire part de son indignation. Bart de Wever a également déclaré, je cite, qu'il n'y a rien de plus déshonorant et méprisable que de profaner une tombe. Et puis Georges-Louis Boucher a dit, je cite, jamais nous ne devons laisser leur ignominie nous impressionner. Sur cette profanation, le parquet de Liège a ouvert une enquête et il retient la prévention d'actes antisémites. En soirée, le centre Jean Gol organisait une réunion à l'université de Liège pour commémorer les 30 ans de la mort de Jean Gol, mais aussi pour fêter ses 20 ans d'existence. Seulement, la réunion en question n'a pas été de tout repos. Environ 400 manifestants se sont réunis devant la porte d'entrée. Ils étaient composés de différents groupes, pro-Palestine d'un côté, des syndicats de l'autre et puis des groupes Antifa. Le ton est rapidement monté, la violence a été de la partie, des participants à la réunion ont été frappés, une militante a vu sa veste taguée d'une croix gammée, des élus aussi ont été pris à partie et la RTBF rapporte que 12 policiers ont été blessés. Georges-Louis Boucher s'est exprimé sur les réseaux sociaux au lendemain de ces violentes altercations et il a annoncé 3 mesures. La première, c'est un dépôt de plainte de la part du mouvement réformateur et de la part de ses militants personnellement contre ceux qui ont commis des infractions, qui ont frappé des personnes également. Georges-Louis Boucher dit avoir de nombreuses photos pour identifier les coupables. Georges-Louis Boucher souhaite également que le gouvernement travaille à la dissolution des groupes Antifa, ce qui en l'état actuel n'est pas possible, mais il fait peut-être référence à un projet de loi qui existe. Ce projet de loi, selon les mots du Premier ministre, je cite, permettrait d'interdire les entités qui constitueraient une menace grave et actuelle pour la sécurité nationale et l'ordre démocratique et constitutionnel. Ce projet de loi vise notamment à interdire déjà le groupe Samidoun. Et puis, dans sa troisième mesure, Georges-Louis Boucher a fait référence au drapeau palestinien qu'il estime être plus souvent utilisé comme un signe de ralliement de l'extrême gauche que comme un réel signe de soutien envers la Palestine. Il estime qu'en raison de cette situation, le drapeau belge, lui, doit retrouver toute sa place dans l'espace public. Il estime également que ces dernières années, il y a eu trop de place à la critique, trop d'atteintes envers nos valeurs et notre culture, et donc il va demander au gouvernement de travailler pour augmenter le nombre de drapeaux belges dans les rues et ainsi faire renaître un sentiment de fierté nationale. Autre sujet, ce mercredi, entre 500 et 1000 étudiants ont manifesté devant le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à Bruxelles forcément contre le décret paysage et le fait que beaucoup d'étudiants se retrouvent dès cette année non finançables. Alors le décret paysage, c'est le texte en Belgique francophone qui réglemente l'ensemble des études supérieures. Les étudiants protestent contre sa version actuelle, celle qui a été mise en place par Valérie Glatini. Cette version du texte donne une limitation dans le temps aux étudiants pour faire leurs études. Au-delà d'une certaine durée, ils sont déclarés non finançables, c'est-à-dire que la Fédération Wallonie-Bruxelles ne prend plus en charge leur financement. Il faut savoir qu'en fait, le minerval que paye un étudiant ne représente qu'une partie de l'ensemble des frais, ça ne couvre pas tout. Alors pour bien comprendre comment ça fonctionne, si vous n'êtes plus aux études depuis un certain temps, il faut bien se rappeler qu'au jour d'aujourd'hui, on ne compte plus les études en années, mais bien en crédits. Par exemple, pour des études de type court qui sont censées se faire en 3 ans, on ne compte plus 3 ans, mais 180 crédits répartis en 60 crédits par année. Dans la règle actuelle, il faut réussir les 60 premiers crédits en 2 ans maximum, 3 si l'on change d'orientation, et puis si l'on fait des études de type court, donc à 180 crédits, eh bien on a 5 ans maximum pour les terminer. Au-delà des 5 ans, l'étudiant n'est plus finançable, mais cela dit, ça ne lui interdit pas catégoriquement de terminer ses études. En revanche, il doit forcément trouver une solution. La solution, ça peut être les universités et les hautes écoles. Elles peuvent décider de prendre en charge le financement des étudiants, mais évidemment, ce sont des cas assez rares. L'année passée, une version assouplie de ce texte était d'application. Les règles de financement étaient moins strictes que ça, mais cette version avait été votée sous le gouvernement précédent par une majorité alternative qui avait en fait provoqué la chute
chute du gouvernement au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles en attendant les élections. Et puis, une fois que les élections sont passées, eh bien, la nouvelle majorité MR engagée a immédiatement supprimé ces assouplissements avec effet pour entrer en vigueur à cette rentrée-ci. La promesse à la base était de faire naître pour cette rentrée-ci et le mettre en application aussi pour cette rentrée-ci un tout nouveau décret. L'idée c'était même d'avoir un exit complet du décret paysage et de faire naître vraiment un tout nouveau texte, un tout nouveau règlement. Mais voilà, aujourd'hui ce règlement il est loin d'être prêt d'après les informations que j'ai. Sa rédaction n'a même pas encore commencé et c'est donc la version de Valérie Glatini du décret paysage qui est d'application pour cette année. Les étudiants ont donc manifesté devant le Parlement pour cette raison et la manifestation a, on peut le dire, été tendue. Des œufs ont été lancés en direction des policiers. Les policiers ont procédé à des charges avec matraque et puis il y a eu des arrestations. Alors c'est difficile de savoir exactement chronologiquement comment tout s'est passé, mais donc vous le voyez, c'était vraiment sous tension. Il faut dire aussi que ce n'est pas la première fois du tout que cette version du texte du décret paysage est vivement critiquée. Si une version assouplie avait été mise en place pour l'année scolaire passée, eh bien c'était aussi suite à une forte mobilisation du milieu étudiant. Pour cette année, il n'est pas encore possible de savoir exactement combien d'étudiants ne sont plus finançables. La ministre en charge, Elisabeth de Grace, a indiqué qu'elle attendait encore de recevoir tous les chiffres de tous les établissements scolaires. Ça devrait arriver d'ici le 30 septembre. Et puis la Fédération des étudiants francophones a elle aussi décidé de mener son enquête de son côté pour essayer de mettre ce phénomène en lumière. Enfin, pour finir, les Wallos. Bart de Wever en était l'invité cette année, sans toutefois dans la foule avoir provoqué plus de choses que une petite curiosité. Il est venu faire une opération séduction à Namur ce week-end. Il dit être venu pour montrer sa bonne volonté et aimer le travail avec les 3D. De Wever, d'Olimon et Diependahl, le Premier ministre donc et les deux ministres présidents des régions. Il espère ajouter un quatrième D, celui de David Lester. Le Premier ministre a ainsi globalement réaffirmé son besoin d'avoir le soutien des régions pour mener les réformes que l'État fédéral est en train de mener. Un Premier ministre dont l'épouse aussi fait l'actualité ces derniers jours. Ce week-end, elle a publié un livre dans lequel elle révèle être atteinte d'anorexie. L'état de santé de son épouse Veerle Eek avait suscité beaucoup de questions en Flandre ces dernières années, puisqu'on voyait la transformation physique. Il serait aussi à l'origine d'une dégradation des relations entre Sami Mardi et le Premier ministre Bart de Wever. En effet, lorsqu'il est parti en vacances en Afrique du Sud cet été, il avait d'abord laissé un message à l'ensemble de son gouvernement pour expliquer la situation par rapport à la santé de sa femme et demander à ce qu'on le laisse tranquille, qu'il puisse passer quelques semaines en famille. Mais Sami Mardi, lui, sur la question de Gaza, a passé son temps à demander dans les médias à ce que le Premier ministre rentre plus tôt de ses vacances en Afrique du Sud. Les relations entre les deux hommes ne seraient donc pas au beau fixe pour l'instant. C'est tout pour ces Belgactus de la semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, pour les prochaines Belgactus. Si mon contenu vous intéresse, n'oubliez pas surtout de vous abonner et puis d'activer la cloche pour que YouTube vous mette au courant des moments où je sors des vidéos. C'est important. Merci beaucoup à vous tous pour votre suivi et pour votre soutien. Ciao!